Alors bonsoir à tous. Alors, ce soir j'ai choisi le silence des sens. Le silence des sens, ça va être cette capacité de faire l'équilibre pour arriver à ce point zéro, c'est-à-dire ni trop ni pas assez. Et bon, ça c'est déjà le principe du Raja Yoga et c'est pour ça que le pouvoir du silence est si important. Et c'est aussi ce qui va nous permettre de travailler cette maîtrise des sens. Donc le but de la méditation de ce soir, c'est de développer justement cette capacité d'écoute intérieure et pour pouvoir être vraiment à l'écoute des perceptions, mais pas n'importe comment, pas à tout va, et travailler le discernement pour pouvoir rester stable. Et donc, utiliser les sens avec bon sens. Ça me paraît quelque chose d'important parce que très souvent, quand on parle de yoga, beaucoup interprètent le fait de se retirer des sens, de faire une sorte d'abstraction des sens. Pour eux, c'est une sorte de, comment dire, de fermeture, hein, quelque part. Et certains peuvent rester dans cette illusion d'une pseudo-protection et manquer de revenir, parce que le but c'est quand même d'aller chercher des ressources à l'intérieur pour pouvoir en fait s'en servir à l'extérieur. Donc c'est enrichir finalement les informations, mais en faire des informations de qualité en régulant aussi la quantité. Alors, un autre élément qui me paraît important de préciser quand on parle du silence des sens, ça va être de considérer qu'il ne doit y avoir ni dépendance, ni dégoût, et justement, trouver le juste équilibre par la méditation. C'est-à-dire que ni attraction, ni répulsion. Nos organes des sens sont des instruments, on pourrait dire, pour capter des informations dans le monde matériel. Donc ils ont leur fonction. L'important va être de ne pas vouloir les disqualifier ou au contraire les mettre sur la sellette en quelque sorte. Donc le but va être de trouver toujours cette modération. Vous vous rappelez, le Raja Yoga c'est vraiment un yoga où on va trouver cet équilibre qui permet de retrouver cette souveraineté, cette maîtrise en fait tout à fait naturelle, non pas crispée, mais quelque chose de tout à fait fluide. Alors, pour commencer, je vais quand même donner des définitions parce que les sens, ça peut être assez vague, hein, on parle des 5 sens. Alors d'abord, il n'y a pas que cela. Et puis ensuite, il va y avoir quand même des choses à comprendre pour pouvoir réaliser qu'on peut aller du plus grossier au plus subtil aussi. Alors, les sens dans tous les sens. Donc, je vais reprendre un petit peu. Donc, en fait, les sens et les perceptions opèrent au travers des organes spécialisés qui fonctionnent comme des récepteurs de stimuli, donc qui peuvent avoir une origine soit externe à notre corps, on dit alors qu'ils sont extéroceptifs, comme la lumière, la chaleur, etc. Ou alors, ils peuvent avoir aussi une origine interne à notre corps, et on dit qu'ils sont
interoceptifs, comme les récepteurs qui permettent d'ajuster, par exemple, la position du corps. En fait, il y a plein de récepteurs dans notre corps, hein, en fait, pour pouvoir réguler. Et en fait, le corps est très bien fait quand, je veux dire, il est en bonne santé et tout. Il a, même d'ailleurs, quand il n'est pas en bonne santé, il fait tout pour rétablir un certain équilibre autant que se peut avec les moyens dont il dispose. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire. Et je pense que on verra que c'est quelque chose d'important de savoir aussi apprécier nos organes des sens, même s'ils peuvent être limités. Ils peuvent nous jouer des tours. Hein. On sait qu'il y a des illusions sensorielles, hein, en fait. Et donc c'est pour ça que ça va être important de ne pas leur donner blanc-seing en fait en disant bon bah ok tu me donnes cette info, allez vas-y fonce, sans regarder à deux fois, c'est-à-dire aller chercher dans ses ressources intérieures pour pouvoir finalement discerner et être le maître, hein, donc de prendre ses décisions et non pas faire en sorte que le corps soit en pilote automatique et réagisse sur la base des instincts ou alors ce qui n'est pas forcément négatif, hein, bien sûr, mais par contre ça nécessite d'être régulé. Donc ces organes des sens, je vais vous faire donc la liste des 5 sens les plus grossiers que nous connaissons, mais je vais vous faire une liste aussi des sens qui sont plus subtils et dont on parle moins souvent parce que c'est actuellement les neurosciences travaillent sur ces choses-là et c'est intéressant de savoir qu'on a aussi toutes ces informations qui sont très très pertinentes. Alors, je les ai mis en parallèle, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une stricte correspondance, parce que quand on utilise les sens, on en peut en utiliser un ou deux, donc je veux dire en premier plan, mais ça n'empêche pas que les autres peuvent fonctionner. Donc, c'est pas aussi fermé, cloisonné, comme on voudrait bien que ça le soit, comme dans des cases. C'est pas tout à fait ça. Donc, là, je commence par l'odorat. L'odorat, c'est intéressant parce que c'est un sens qui va nous permettre de faire émerger des souvenirs. C'est curieux. On peut très bien ne pas avoir l'image précise de quelque chose. On peut avoir oublié la voix de la personne, par exemple. Mais par exemple, le petit enfant, entre autres, eh bien, va être très sensible à l'odeur parce que quand il arrive au monde, au niveau du sens de la vue, c'est pas encore très précis. Au niveau de l'ouïe, c'est pas encore clarifié puisqu'il donne pas vraiment de sens aux mots, donc il peut quand même entendre les tonalités, mais il va y avoir en parallèle finalement de ce ressenti assez animal, quoi, en quelque sorte, hein, c'est quand même assez intéressant, un sens qui est beaucoup plus subtil et qui s'appelle donc l'interoception. L'interoception, c'est ce qui nous permet de ressentir des sensations corporelles, hein, et de ressentir aussi l'état interne du corps, l'état de nos organes. Par exemple, un truc tout bête, quand on peut avoir mauvaise haleine, on peut avoir l'indice qu'il y a un problème au niveau du système digestif, par exemple. Donc, vous voyez, en fait, on a plein d'informations comme ça qui nous arrivent et elles peuvent être, par exemple, dans le cas de quelqu'un qui est hypocondriaque, eh bien, par exemple, cette interoception va être très prégnante et elle va faire en sorte que finalement, ça va envahir un petit peu toute la place et nuire à l'arrivée d'autres informations. Et
ça va envahir le mental et derrière, il y aura une difficulté à le gérer. Alors, donc, on peut voir que, bien sûr, il y a cet état d'équilibre d'un sens, soit il est exacerbé, soit au contraire, il est quasiment éteint. Il y a des gens qui ne sont pas très sensibles, en fait, au niveau des perceptions corporelles, parce qu'ils ont fait tellement, des fois, de abstraction de leur corps, veulent tellement pas le voir, etc., etc. Et ils l'ignorent. Et donc, on va voir que justement, cette sous-sollicitation va être problématique pour pouvoir maintenir le corps en santé. Donc on va voir que justement cette maîtrise des organes des sens, eh bien ça va être quelque chose de très important finalement pour notre équilibre. Alors pour faire la suite, la vue, et je mets en parallèle la proprioception, même si bon, on va dire que c'est en fait aussi ce qu'on appelle le sens kinesthésique, voire musculaire. Donc c'est la capacité à identifier l'emplacement de nos propres membres, c'est-à-dire d'être capable de se visualiser intérieurement, quoi, en quelque sorte. Et c'est un sens qui est très intéressant parce que c'est ce qui va nous permettre, par exemple, d'anticiper la force dont on a besoin pour pouvoir soulever un objet, par exemple. Alors, bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, ces mots-là vont, vous pouvez les retenir, vous pouvez faire des recherches, c'est intéressant. Bon, après, ça c'est chacun qui voit. L'ouïe, je l'ai mis en parallèle avec l'équilibroception, ou alors le sens vestibulaire. On dit que, en fait, quand on perd l'équilibre, c'est qu'il y a un problème d'oreille interne. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu en parallèle, même si c'est pas tout à fait, je veux dire, stricto sensus, très, très rigoureux de ce côté-là. Au niveau du toucher, j'ai mis en parallèle la thermoception. Donc ça, c'est ce qui nous permet finalement de percevoir finalement la température, la chaleur, de savoir un petit peu ce qui est trop chaud, ce qui est trop froid, etc. De pouvoir avoir les réflexes qu'il faut pour ça. Voilà. Alors, donc, c'est bon de différencier les thermocepteurs cutanés, donc de la peau, de ceux qui permettent de réguler la chaleur intérieure. Vous savez qu'on notre corps, notamment avec la thyroïde, va travailler justement sur le fait de maintenir une certaine chaleur. Et des fois, il y a des gens qui ont toujours froid, au contraire toujours chaud, etc. Donc là, il y a une dérégulation, en fait, notamment au niveau de ce sens. Et le cinquième, donc le goût. Et je l'ai mis en parallèle avec la nociception. La nociception, c'est en fait donc la réaction des récepteurs sensitifs provoqués par des stimuli, des stimuli, parce que j'ai mis stimulus, mais c'est stimuli, qui menacent l'intégrité de l'organisme. C'est ce qui nous permet de percevoir la douleur. Et pourquoi je l'ai mis en rapport avec le goût, c'est-à-dire que par exemple, quand quelque chose est trop acide, trop amer, etc., ça peut être agressif pour le corps. Et donc, il y a une information de ce type-là qui nous permet de voir, tiens, par exemple, ça c'est un aliment périmé, par exemple. Donc, au niveau du goût, on va sentir que c'est pas correct. Et donc, ça va constituer une protection. Donc, vous voyez, les organes des sens peuvent effectivement nous jouer des tours, mais néanmoins, ils sont d'une utilité certaine pour notre équilibre. Néanmoins, donc cet équilibre est à faire entre les informations sensorielles donc externes et puis les informations de l'âme, c'est-à-dire de l'être qui pense, qui anime ce corps, et qui a d'autres ressources que les seules informations sensorielles, puisqu'il va y avoir aussi
des ressources de mémoire antérieures, etc., qui vont aussi nous servir, hein, suivant nos expériences, nos ressentis, et tout ça. Ok. Alors, comment ça se passe en fait, ces perceptions sensorielles? Donc c'est tout un processus. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'après tout, bon, pour la méditation, hein, et bien en fait, vous allez voir pourquoi. Parce que on va voir à quel moment on peut intervenir ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où ça sert à rien, c'est pas l'endroit pour réfléchir là-dessus, mais il y a d'autres indications qui vont nous permettre de voir qu'on peut intervenir. Alors, c'est le processus par lequel l'être collecte, interprète et comprend les informations, donc en provenance du monde extérieur, par l'intermédiaire de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il goûte, de ce qu'il ressent. Alors, donc, la première chose, donc, c'est un stimulus externe ou interne. On a une perception, un bruit qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, par exemple. Quelle sensation? Donc j'entends, là en l'occurrence s'il s'agit d'un bruit. Et là, je vais distinguer ce son parmi d'autres. Et ensuite, je vais distinguer ça et je vais essayer d'interpréter ce son, d'où il vient et pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose a pu tomber par terre. Est-ce que est-ce qu'il faut vite aller le ramasser ou au contraire, on pourra faire ça plus tard? Donc, il faut qu'on repère le signal et qu'on puisse interpréter ce que c'est. Et puis, cette analyse cognitive, donc, qui va permettre d'associer aussi des mémoires. Oui, bon, c'est bon, là, il n'y a personne, il n'y a pas de danger, j'irai le ramasser tout à l'heure, après ce que j'ai à faire actuellement. Donc, vous voyez, en fait, ces 4 étapes donc, viennent des organes des sens, par le stimulus, la sensation, et intérieurement, eh bien, le corps, lui, va avoir aussi des interprétations. C'est pour ça que des fois, par exemple, en Inde, ils ont beaucoup cette image de, par exemple, de voir une ficelle sur la route et croire que c'est un serpent. Donc, quelqu'un qui a peur des serpents, pour X raisons, hop, le moindre objet peut lui évoquer ça et évoquer la peur, donc à ce moment-là. Pour quelqu'un qui n'a pas du tout ce vécu, il n'y aura pas forcément du tout ce ressenti. Donc l'interprétation nous est propre. Des fois on a l'impression que c'est les autres ou l'extérieur ou quoi que ce soit. Non, en fait, ça vient bel et bien de nous. Donc des mémoires corporelles, mais aussi des mémoires affectives en fait que nous pouvons avoir. Et puis il y a la partie cognitive, c'est-à-dire comment nous interprétons en fait ces choses-là, mais comment nous les comprenons, et c'est ce qui va nous permettre de décider de l'acte que nous allons faire ou pas. Est-ce que nous allons agir ou pas? Ok? Alors, ces perceptions sensorielles, je voudrais voir justement les incidences dans la méditation. C'est-à-dire qu'à la fois, donc, on émet des informations et puis on reçoit des informations. Voilà. Et donc comment dire, toutes ces perceptions sensorielles donc regroupent l'ensemble des connaissances sur le monde parvenant aux organes des sens. Et alors là, elles dépendent de plusieurs facteurs. Et de l'état physiologique des organes des sens. Est-ce qu'il y a une déficience? Est-ce qu'il y a un handicap? Est-ce que c'est momentané? Est-ce que c'est permanent? Etc., etc. Donc en fonction de ça, on ne va pas avoir du tout la même façon d'interpréter les situations.
quelqu'un qui est aveugle de naissance et quelqu'un qui a perdu la vue suite à un accident ou une maladie, les perceptions ne vont pas être les mêmes et les interprétations ne vont pas être les mêmes. Ça dépend aussi du degré de stimulation. C'est-à-dire que si on est très stimulé sensoriellement, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de bruit, si vous êtes vous habitez près d'un carrefour et il y a beaucoup de bruit au moment des heures de pointe par exemple, comment vous allez vivre cette situation? Alors on verra, ça c'est des choses qu'on peut voir ultérieurement, mais de la même façon, l'hyperstimulation, souvent ça nous parle. La sous-stimulation, ça nous parle un peu moins. Mais en fait, par exemple, un enfant à qui on ne parle pas, il n'a pas l'habitude d'entendre une voix, d'entendre un sourire, etc., etc. Ce qui veut dire que dans sa façon d'interpréter en fait le rapport à l'autre, eh bien c'est quelque chose qui va lui manquer et qui va faire qu'il peut mal interpréter les choses. Alors, l'hyperstimulation, je vais prendre un exemple aussi qui est celui de l'autisme, où justement tous les sens sont hyper amplifiés. Donc vous êtes à côté, vous êtes dans la même situation, mais la perception sensorielle de l'autiste va être exacerbée. C'est-à-dire le moindre bruit, vous faites tomber un crayon par terre, vous, bon, ok, vous le ramassez et puis c'est terminé. Alors, tous les autistes ne sont pas pareils, hein, bien sûr, mais c'est pour donner un exemple. Mais par exemple, il pourrait y avoir un phénomène de réverbération, ce qui fait que ça va faire comme un écho et quelque chose qui va avoir une persistance. Donc vous imaginez un son qui était juste la chute d'un petit objet, pour quelqu'un qui est hypersensible en fait, il va avoir une perception complètement démesurée. Ça va être important aussi pour réaliser quand on s'adresse à l'autre. Est-ce que je tiens compte aussi de ces éléments-là? Vous voyez pourquoi ces connaissances sont pertinentes pour avoir aussi des attitudes plus justes et avoir des attitudes de tolérance basées sur de la connaissance et non pas faut être gentil quoi en fait. Simplement on comprend ce qu'on fait et on va permettre cet équilibre. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que le cerveau opère un tri parmi toutes les informations. Il y en a tellement d'informations, il ne peut pas tout prendre en compte. Donc il va devoir sélectionner. Et il va sélectionner celles qui semblent les plus pertinentes dans l'immédiat, et puis mettre ça des fois en mémoire et rendre les choses plus ou moins inconscientes. Vous avez pu être assisté à quelque chose, vous avez eu bien sûr les informations sous les yeux, vous les avez entendues, quoi que ce soit, mais vous n'étiez pas forcément attentif à tous ces éléments-là. Ce qui fait que vous n'allez pas raconter la scène de la même façon que celui qui est à côté, parce que il y a des choses que vous aurez peut-être enfouies aussi inconsciemment parce que ça a pu créer un choc en vous, et à ce moment-là, vous le mettez à l'arrière-plan pour ne pas être dérangé. Et puis, certaines difficultés mentales comme l'anxiété, la dépression, ou les troubles de perception du corps, comme les troubles du comportement alimentaire, l'obésité, etc., le schéma corporel qu'on peut avoir intérieurement va être différent de celui que l'on va voir, par exemple, dans le miroir. Et là, il va y avoir des interprétations. Ah oui, mais moi je suis pas comme ceci, je suis pas comme cela, etc., etc. Et en fait, on part dans des interprétations et des compréhensions complètement erronées. La particularité, c'est quelque chose qui va nous faire souffrir. Donc vous comprenez pourquoi c'est important aussi de pouvoir repérer toutes ces choses-là. Quelles sont justement ces zones d'ombre donc qui nous font souffrir pour pouvoir
calmer le jeu dans la méditation. C'est-à-dire dire attention, ces informations-là ne sont pas d'actualité, ne sont pas nécessaires. Est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? Ok. Alors ensuite, je peux en prendre 3 définitions parce que des fois ça peut être un petit peu ambigu. La sensorialité, la sensualité et la sensibilité. La sensorialité, c'est la capacité à percevoir le monde à travers les sens, hein, c'est tout simple. C'est ce qui nous permet de recevoir, de traiter, d'interpréter l'information, hein, donc, et influencée par les sensations provoquées par le monde extérieur. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. La sensualité, elle, est centrée sur l'autosatisfaction. Vous voyez, c'est pas vraiment... on peut être attiré, par exemple, par la peau d'un bébé, parce que la peau est toute douce, hein, etc. C'est une forme de sensualité, mais vous voyez, qui est motivée par un besoin interne qui, des fois, est assez instinctif. Je veux dire, c'est pas mauvais en soi, hein, la sensualité en tant que telle. Elle peut poser problème quand à un moment donné, on va être invasif vis-à-vis de l'autre. On sait par exemple les bébés n'aiment pas trop qu'on leur fasse des bisous sur la figure, et pourtant ils ont des bonnes joues, et des fois on aurait bien envie de leur faire un gros bisou, là ils sont comme on dit à croquer. Eux perçoivent cette bouche qui vient vers eux comme quelqu'un qui va les manger, donc ils n'ont pas du tout une perception très positive de la chose. Alors progressivement ça va se tasser parce qu'ils vont voir que finalement il n'y a pas de danger, mais en attendant, vous voyez, les interprétations sensorielles et donc la sensualité, ça va être effectivement cette aptitude à goûter les plaisirs des sens, hein, en fait, et à être réceptif aussi aux sensations physiques, et en particulier sexuelles. Donc là, c'est aussi un autre souci qui va faire que, on parlera de l'hyperstimulation tout à l'heure, ou de la sous-stimulation, qui fait que quelque part, eh bien, il y a des besoins auxquels on n'a pas répondu, et qui ne sont pas forcément... qui sont confondus, où on confond le désir et le besoin. Ça, c'est une autre histoire. Bon, je ne vais pas pouvoir m'étaler parce que ça prendrait beaucoup de temps. Et puis, la sensibilité, c'est en fait la propriété à réagir d'une façon adéquate aux modifications du milieu. Donc c'est lié à, comme on parlait tout à l'heure, justement, cette hypersensibilité, par exemple, chez les autistes, mais il y a les hypersensibles aussi, hein, donc peuvent avoir, ils sont pas forcément pour autant autistes. Ça va être aussi lié à l'affectif. Donc cette sensibilité, on n'est pas sensible aux mêmes choses. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir pourquoi c'est important de savoir rester neutre par rapport à nos organes des sens. Hein. Des fois, on a ces élans qu'on fait, et donc c'est important de savoir les réguler, parce que celui qui est en face, lui, n'a pas du tout la même perception, et ça peut être vécu comme une intrusion, voire une agression. Donc, c'est important de pouvoir apprendre à ressentir ce que l'on perçoit intérieurement. Alors, bon, je pense que vous connaissez l'image des 3 singes. Là, j'ai trouvé sur internet cette petite image avec des petits enfants. Je les ai trouvés tellement mignons que j'avais envie de vous les montrer. Donc, ces 3 singes, donc, qui signifient ne regarde pas le mal, n'écoute pas le mal, ne parle pas mal. Et donc, c'est quelque chose qui va être intéressant parce que là, c'est vraiment le travail sur le contrôle des organes des sens. Quand je vois quelque chose, hop, vous vous rappelez, stimulus, en fait, sensation, interprétation et puis compréhension. Hop, c'est parti. Et là, le mental, il part à 100 à l'heure.
Donc, si vous ne régulez pas, donc si l'intellect ne vient pas réguler, là, vous allez être envahi d'un point de vue sensoriel et ce que vous allez voir va prendre le dessus sur votre capacité à agir sagement, on va dire. Alors, je me suis amusée dans le titre à parler de cette influence des sens. Et je trouve que c'est bien de se poser la question, comme ça, en fait, en méditation, mais c'est qui le patron? Est-ce que ce sont mes organes des sens? C'est-à-dire que ce sont des informateurs, hein. Mais bon, quand un informateur vient donner un élément, c'est pas lui qui mène l'enquête. C'est pas lui qui va décider de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Donc, le patron, c'est l'âme. C'est l'âme, moi, l'âme, ce petit point de lumière au centre du front, donc qui est aux commandes, hein, là, derrière le cortex, et qui va permettre de fonctionner. Alors, quelle question on peut se poser dans l'immédiat? Alors, quand le mental est sous influence, enfin, des sens, et quand il fait sa loi, donc c'est ce que je viens de vous dire, sans vous demander votre avis, qu'est-ce que vous décidez? Faire comme si on n'avait pas vu, fermer ses oreilles, se pincer les lèvres. Et quand je n'accepte pas ce que me renvoient les organes des sens, je parlais tout à l'heure du schéma corporel. Bref, est-ce que vous allez prendre une mesure de rétorsion ou de soumission, consciemment, inconsciemment? Vous voyez, regardez, il s'en passe des choses, hein, en fait. C'est pour ça que dire on traite les organes des sens, on maîtrise les organes des sens, l'expression indienne, c'est pas aussi facile que d'aller chez sa tante. C'est-à-dire que, effectivement, ça demande un certain travail. Alors, que faire? Là, nous sommes dans une société où les 5 sens sont stimulés en permanence. Il y a qu'à voir la publicité, enfin, vraiment de partout, on a des informations à tout va, Internet, le téléphone, enfin, ainsi de suite. Et plus on est stimulé, plus on recherche de nouvelles stimulations. Il n'y a qu'à voir avec le portable, hein, quand hop, on va sur les réseaux, hop, et ça fonctionne très bien. Et là, on ne contrôle plus ses sens, vous voyez, en fait, c'est que tout d'un coup, on se laisse emporter. Et donc, les sens sont attirés en permanence vers l'extérieur, hein, par ces choses donc, matérielles. Et le problème dans tout ça, c'est que cette recherche incessante de nouvelles stimulations, ça va entraîner une incapacité à distinguer envie et besoin, on en a déjà parlé, mais également une incapacité à rester dans le moment présent. Alors, vous allez me dire, après tout, pourquoi? C'est pas vraiment un problème, on peut être un peu ou dans le passé ou dans le futur, pourquoi pas, c'est assez amusant. Mais le problème, c'est que quand on recherche en permanence des plaisirs extérieurs, eh bien, ça nous amène à nous projeter dans un futur supposé, donc qui n'existe pas encore, et donc ça va créer une frustration qui va engendrer des souffrances, parce que voilà, on fantasme la chose, on dit oh oui, ce serait bien, etc. Et puis bien sûr, comme les choses n'arrivent pas systématiquement, eh bien, on va avoir des frustrations. Et plus on a de frustrations, plus on va avoir besoin de répondre à des désirs et de restimuler sans arrêt. Et donc, vous voyez, on est un petit peu comme dans une sorte de cercle vicieux, et en fait, on ne maîtrise plus sa vie, quoi, en quelque sorte. Et le problème, c'est que ça crée une accumulation de frustration, de sentiments d'impuissance, etc., etc., qui vont créer finalement une souffrance interne. Donc, dans la méditation, quand on dit Om Shanti, c'est justement
calmer toutes les stimulations. Vous voyez, quand on refait le point de lumière au centre du front, je respire tranquillement. Je donne à mon corps l'indication qu'il peut revenir au calme. J'ai d'ailleurs naturellement, dans ces moments-là, des fois tendance à fermer les yeux. Vous voyez, on ferme les fenêtres pour ne plus être perturbé visuellement parlant, puisque c'est quand même un des sens qui nous attire le plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi d'autre que, bien sûr, toutes ces micro-méditations qui permettent des fois de calmer le jeu et de pouvoir dire stop. Ça va être aussi de manger en conscience. Parce que justement, quand on mange, on peut être pris par, bien sûr, par l'odorat, le goût, etc., ce qu'on voit, et ce qu'on entend d'ailleurs, c'est craquant ou pas, etc., etc. Et puis, effectivement, la texture. Vous voyez, les 5 sens sont mobilisés dans l'alimentation. Et donc, c'est un moment particulier pour être à l'écoute de ces sens. Donc, quand on mange, on regarde son assiette. Alors, c'est très intéressant parce que quand vous regardez votre assiette comme ça, sans se jeter dessus immédiatement, il va se passer une chose, on ferait l'expérience, c'est que en regardant, progressivement, vous allez sentir de la salive arriver dans votre bouche. Et ce sont ni plus ni moins des sucs digestifs qui vont permettre notamment de prédigérer le sucre. Donc c'est très pertinent. Déjà rien que le fait d'utiliser les organes des sens, vous voyez, ça participe aussi à l'état de santé. Et puis le fait donc de voir quelque chose de beau, de prendre plaisir à cela, va faire que on se met dans un état de détente qui fait que voilà, je suis comme un invité. On dit qu'on l'offre à Dieu parce que comme ça, cette nourriture ne nous appartient plus. Et à partir du moment où on lui a donné, c'est comme si on était invité par l'être le plus élevé qui soit. Et donc c'est une façon aussi de nous donner du respect, de se regarder avec considération. Et quand on est invité dans un bel endroit, eh bien on a tendance beaucoup plus naturellement à se comporter de façon équilibrée et correcte en fait, et pour soi et pour les autres. Donc vous voyez que le but de cela va être de profiter des moments où on utilise ces organes des sens, on va leur redonner leur place, mais sans aller dans l'excès. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir aussi faire par rapport à donc, les exercices de respiration, le balayage corporel, c'est notamment un hatha yoga, vous savez, quand vous vous concentrez d'abord sur les pieds, puis sur les mollets, les cuisses, et ainsi de suite, et puis vous remontez, et donc c'est comme si vous faisiez un scan de votre corps. Vous voyez, on est en train de travailler aussi l'interoception et la proprioception. Et puis le fait aussi de tenir un journal va nous permettre de repérer, tiens, les tendances que l'on peut avoir pour pouvoir apprendre à les réguler. À ce moment-là, on prend un acte de décision, on décide de faire quelque chose. On ne subit plus, on décide. On n'est plus esclave, on devient maître. Et donc, tous ces exercices, finalement,
c'est pour apprendre à être à l'écoute des signaux du corps. Vous vous rappelez le silence des sens? Eh bien, c'est aussi se mettre à l'écoute pour recevoir ces informations, et le fait de les traiter correctement et non pas de les rejeter, eh bien, va faire que on va s'équilibrer plus naturellement. Alors, oh là là, le temps passe assez vite. Alors, j'ai voulu vous parler de, comment dire, d'une pratique de Hatha Yoga, parce qu'elle me paraît intéressante. Bon, je vous donne le nom parce que ça peut être intéressant pour ceux qui le connaissent. C'est ce qu'on appelle Pratyahara, c'est le retrait des sens. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cette pratique vise à détacher notre attention des stimuli extérieurs ou intérieurs et à accéder à une concentration. Ok, là je me pose et là il peut y avoir des klaxons autour, il peut y avoir de... Ok, très bien. Je ferme les écoutilles, mon attention est portée là vers l'intérieur. Je rétablis l'équilibre. Je deviens observateur, j'ai une attitude de témoin neutre. Vous vous rappelez au début, ni dépendance, ni dégoût, ni attraction, ni répulsion. Très intéressant pour repérer si vous êtes justement dans l'équilibre. Et puis alors on reste en éveil, et là on est attentif à toutes les perceptions. C'est-à-dire qu'on va prendre appui sur ces perceptions, parce que le mental va vous faire des commentaires sur toutes ces perceptions, et si vous ne l'écoutez pas, rassurez-vous, il va revenir à la charge. Et là, vous aurez de plus en plus de mal à contrôler le mental, justement. Le fait de l'écouter, on ne le laisse pas commenter ou juger de ce qui se passe. Ah oui, mais l'autre il a dit ça, oui, mais ça veut dire que, et machin, et ceci, et cela, etc. Stop. C'est pas le moment de rentrer dans un processus de questionnement, de réflexion, quand on est dans cette pratique. Ok, je rentre pas là-dedans. C'est pas le moment. On laisse passer. Voilà. Ok. Et donc les bruits environnants sont présents, mais nous ne sommes pas distraits par ces stimulations extérieures. Vous avez déjà fait l'expérience comme ça de se retrouver dans un endroit même qui pouvait être bruyant, et puis vous êtes en train de lire. Ça va être l'époque où on va aller à la plage avec un bouquin, il y a du bruit autour. Mais quand vous commencez à lire, vous êtes dans un état de concentration et vous faites abstraction des bruits environnants. Vous voyez, c'est une pratique de retrait des sens. C'est quelque chose qu'on fait naturellement, c'est assez amusant. Hein. On pourrait dire, tiens, c'est quelque chose qui peut être un petit peu ascétique, etc. Non, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Ça fait partie des outils dont l'esprit peut se servir. Et donc, nous cessons d'être contrôlés par nos sens à ce moment-là. Alors, pour terminer quand même, parce que bon là, vous avez vu que les méditations, on pourrait en faire de toutes sortes, mais ces explications-là, on ne prend jamais le temps de les faire. Là, prendre un commentaire de méditation, prendre une musique, vous pouvez le faire dans le silence.
Mais observez donc ce qu'il est possible de faire. Attention, il y a des personnes qui ont tendance à être surstimulées d'un point de vue sensoriel, d'autres pas assez. Je sais que personnellement, pendant longtemps, j'ai voulu tellement faire abstraction de mon corps, j'avais pas compris ce que ça voulait dire être sans corps, c'est-à-dire par-delà le corps, j'ai une autre dimension où j'ai des ressources et qu'il est important de les connaître pour pouvoir agir, je vais dire, en toute conscience. Et donc, même il y avait des parties de mon corps, je ne les sentais pas. J'ai eu à un moment donné l'expérience de toucher le sol alors que j'avais l'impression que j'étais un peu décollée. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça. Alors, peu importe les pratiques qu'on a pu avoir avant, enfin, on a tous eu des trucs, des fois plus ou moins intéressants, soit complètement hyper dans l'hypersensorialité, c'est-à-dire là on pensait qu'au ressenti et puis on oubliait à la limite les sentiments, les compréhensions des choses, etc. Et puis inversement, donc soit on est trop dans la tête, soit on est trop dans le corps. Donc là pour ça il va falloir réguler. Et là il faut voir là où vous en êtes vous. C'est-à-dire que la méditation, c'est pas tout le monde fait pareil, et puis alors on a besoin de tous, hein, donc on peut se servir de l'exercice quand on est en commun, mais quand on est seul, c'est très important de repérer quels sont mes véritables besoins. Si j'ai besoin de calmer, donc parce qu'il y a les sens sont trop envahis, eh bien je vais avoir besoin de travailler l'apaisement. Donc le Om Shanti. Et comme on disait tout à l'heure, si au contraire, eh bien, donc on a besoin de redonner vie aux choses et de les apprécier, eh bien, on va pratiquer justement, notamment, le Bog, c'est aussi lié à l'alimentation, à la nourriture. Donc, cette pratique-là va être à accentuer si par exemple on a le goût, on perd le goût de faire les choses, on procrastine, on est bon, j'ai pas envie, etc. S'il y a une sorte d'indifférence aux autres, aux situations, ok, on n'apprécie plus les choses. Donc il va falloir justement stimuler les organes des sens. Et là, la contemplation va être intéressante. C'est-à-dire que regarder même un beau paysage, de sentir l'air quand vous vous promenez dans la nature, etc., etc. Vous voyez, retravailler en fait cette perception sensorielle pour stimuler la vie qui est un peu dans un état d'inertie, voire un peu triste. Donc, vous voyez, quand c'est important de repérer où on en est pour voir quel type de méditation on va faire. Donc là, il faudra davantage accentuer des méditations par rapport à la méditation. Donc, la méditation, quand on va s'alimenter, quand on va faire la cuisine, quand on va manger, quand on va inviter, etc., etc. Et puis, il y a donc besoin de faire des pratiques sur l'apaisement des sens quand on perd les pédales un petit peu, là, on maîtrise plus grand chose. Donc là, stop. On a besoin de revenir au calme, on a besoin de revenir à l'équilibre et au silence. Donc là, bien sûr, retrouver la stabilité. Quand on a tendance à être trop influençable, on sait qu'on nous propose n'importe quoi, c'est parti. Hein. Hop, allez, un gâteau, allez hop, c'est bon pour nous. On sait que non, c'est de trop, mais on le fait quand même. Donc là, c'est important de voir que quand on a cette tendance-là, quel est le besoin qui est derrière? Souvent, quand c'est comme ça, on va
utiliser ces organes des sens pour combler un manque, mais qui est un manque affectif, des fois tout simple, ou alors tout simplement un manque de sens dans sa vie, par exemple. Donc, en fonction de ça, on va travailler davantage des ressources qui permettent de stimuler et de répondre à ce besoin. Ça nous évitera de recourir aux organes des sens pour combler ce manque. Alors bien sûr, on a parlé de l'hyperstimulation. Et puis, de toute façon, l'hyperstimulation et tout ça, ça va induire naturellement trop de fatigue mentale. Donc là, quand on est fatigué dans sa tête-là, c'est stop. On calme le jeu et on calme les organes des sens. Donc là, effectivement, on ferme les yeux, on ferme les oreilles. En fait, là, on se met au repos. Vous voyez, donc c'est ce retrait des organes des sens, qu'en quelque sorte, n'est pas une fuite, mais au contraire, un moment de repos. Et comme tout repos, ça a une fin. Quand on a retrouvé notre énergie, quand on a retrouvé notre équilibre, eh bien, on va profiter à nouveau de nos organes des sens pour profiter de la vie, tout simplement. Alors, je voulais juste faire un petit point sur la tendance à la confusion entre deux expressions. Alors, je les ai un peu nuancées, c'est pas évident. On dit qu'avoir conscience de son corps, c'est utiliser justement ces organes des sens et grossier et subtil, hein, donc comme on l'a vu au tout début, c'est savoir se mettre à l'écoute pour en prendre sagement soin. On se met à l'écoute du corps, c'est pas juste pour dire je suis en pamoiseau devant le corps, ah oui je suis beau, je suis ceci ou je suis cela, c'est pas ça, ça c'est aucun intérêt. La conscience de son corps, c'est vous rappeler aussi les perceptions internes dont on doit tenir compte pour maintenir un équilibre et faire en sorte que notre corps vive un état d'harmonie et donc de santé. Et donc la connaissance du corps suppose, bien sûr, la conscience de ses possibilités, mais aussi de ses limites. Les organes des sens nous aident à tenir compte notamment des limites et aussi des possibilités. Donc ça aussi, c'est une méditation à faire, tiens. D'après ce que je vois, qu'est-ce que je pourrais faire ou ne pas faire d'après l'état de santé dans lequel je me trouve, est-ce que je peux aller me baigner ou pas? Vous voyez, c'est des choses très simples. Le fait de contrôler ces organes des sens va faire qu'on va prendre des décisions en toute sagesse et dans le respect de soi-même surtout. Les organes des sens sont des informateurs qu'il ne faut ni surestimer ni sous-estimer. Parce que si on ne tient pas compte de certaines informations, eh bien, des fois, la situation va s'empirer et s'aggraver, et là, ce sera plus difficile d'y remédier. Et puis, ça va nous permettre, le fait d'avoir conscience de son corps, ça va nous éviter des maladresses. Moi, je sais qu'il y a des moments où, quand je suis plus fatiguée et que j'ai une sorte de détachement du corps, c'est naturel. Vous savez, comme quand on va dormir, on commence à se détacher un petit peu pour rentrer dans le sommeil. Eh bien, quand il y a beaucoup de fatigue, on peut avoir cet état un petit peu déconnecté. Et dans ces cas-là, on a tendance à se cogner, à se faire des bleus, on se dit tiens, où c'est que je me suis fait ça? On s'en est même pas rendu compte. C'est ponctuel, mais en attendant, ça peut des fois être dangereux. Et puis, de la même façon, on peut avoir des problèmes avec, avoir des malentendus avec les autres et tout ça. Et donc ça peut engendrer des sentiments de frustration, enfin de la violence, etc., parce qu'on ne maîtrise plus finalement notre corps et les informations qu'on reçoit. Alors, à contrario, c'est important justement de ne pas se laisser
dirigée par la conscience corporelle, qui elle est basée sur des mécanismes instinctuels de survie. Hein, c'est ce qui va, notamment il va y avoir la neuroception de sécurité de danger, qui va vous permettre de savoir si vous devez fuir, affronter la situation ou si vous allez être en état de sidération, ça va être un peu figé. Là, cette conscience corporelle, c'est faire prédominer l'animalité du corps, avec tout le côté instinctuel, sans réflexion, et puis le jeu des apparences. Et donc là, on va se laisser avoir donc au niveau des illusions sensorielles. Le propre du corps est de signaler immédiatement toute forme de danger plus ou moins vital en tenant compte des mémoires actuelles et antérieures, mais sans nuance. Et donc l'intelligence, hein, donc l'organe c'est ce qu'on appelle l'intellect, il est nécessaire pour discerner la validité actuelle, j'ai fait une faute d'orthographe, du signal reçu. Sans éducation, sans expérience et sans apprentissage, l'œil voit, mais le cerveau est aveugle. C'est-à-dire que l'intellect, c'est ce qui va permettre de dire qu'on a eu des informations, on a appris des choses, on a fait des expériences, et ça, c'est ce qui va nous permettre de donner du sens, de comprendre ce qui se passe, pour appeler les 4 éléments qui étaient cités tout à l'heure. Et la conscience de l'âme, donc c'est-à-dire la globalité de l'être, permet d'analyser et de synthétiser avec recul l'ensemble des éléments matériels, psychologiques et spirituels en présence. Alors pour terminer, eh bien, j'ai pris le symbole de la tortue. Alors la tortue, c'est vraiment un symbole de la maîtrise des organes des sens. Vous avez remarqué, il y a ses 4 pattes et sa petite tête. Et vous savez ce qu'elle fait quand elle a besoin de se retirer? Elle se retire dans sa coquille. Et quand elle a besoin de repartir, hop, elle ressort. Eh bien, cette action, justement, les organes des sens, il faut savoir les faire taire par moments, et au contraire, savoir les écouter à d'autres moments. Donc, ce discernement va être très important. Donc, on dit que c'est aussi ce pouvoir de l'introspection qui va aussi favoriser le pouvoir de discernement. C'est-à-dire aller regarder à l'intérieur de soi parce qu'on a des informations qui vont permettre de modérer, de rééquilibrer les informations sensorielles, voire de les valider ou de les invalider. Et donc, le fait d'intégrer l'ensemble des informations pertinentes va faire que petit à petit, on va apprendre à utiliser on va dire les organes des sens subtils, et progressivement, ça nous donnera accès à des perceptions suprasensorielles. Mais là, donc, le temps imparti est révolu, et donc, ce sera pour une autre fois. Voilà. J'ai arrêté le partage. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que bon, c'était assez dense. Je ne réalisais pas quand j'ai pris ce sujet à quel point il y avait d'éléments en fait à traiter et à voir. Et on va voir qu'effectivement c'est un ensemble. Développer la maîtrise, c'est pas un truc qu'on fait comme ça, même si ce sont des choses assez simples qui permettent de le faire. Parce que, en fait, ce sont vos instruments et ces organes des sens ont leur utilité, mais ne pas non plus les surestimer ni les sous-estimer. Voilà. Alors, je vous écoute.
parce que vous avez peut-être des questions à ce propos. Oui, ben, je reprends la parole alors. Oui? Voilà, sur la dernière partie de l'exposé, l'avant-dernière image, il est question d'enseignement, d'éducation, d'apprentissage. Hein, de mémoire, je te dis ça. Mm, Moi, j'ai l'impression de rencontrer souvent, et je l'ai peut-être un peu été moi-même, tu vois, des gens qui refusent un peu ça, tu vois, qui estiment que c'est l'expérience qui doit avant tout leur permettre d'évoluer, et l'apprentissage, tu vois, il y a un petit manque de confiance. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'approche de ces gens, de ces hommes? Merci. Alors là, vous voyez, je voulais faire justement un point sur cette conscience de l'âme ou cette conscience corporelle. C'est important. Très souvent, la pensée qui est liée au corps, hein, qui est vraiment dans la conscience corporelle, c'est une pensée qui est en général binaire. C'est oui, non. C'est quelque chose, c'est une pensée qui est très rapide et donc il n'y a aucune nuance hein, dans tout ça. C'est pour prendre une décision le plus vite possible. Quand il y a un danger, on tergiverse pas, on verra les détails un petit peu plus tard. Il faut aller au plus pressé. La conscience de l'âme, c'est ce qui va permettre d'avoir le recul et de regarder les nuances. Et tout d'un coup, eh bien, en fait, finalement, on n'est plus aussi tranché qu'on pouvait l'être comme ça quand on avait un petit peu la pensée, voilà, hein, je fonce, et voilà, le corps m'a donné ces informations, c'est très bien, ça me suffit, et tout ça. J'allais dire, moins on est éduqué, si je puis dire, même si moins on apprend de choses, c'est-à-dire si on s'intéresse à rien, etc., etc., à un moment donné, d'abord, et là, on va s'ennuyer, ça va induire certains mal-être de toute façon, mais le fait d'apprendre va nous permettre justement d'avoir plus d'outils pour pouvoir euh, se rééquilibrer. Il y en a qui vont dire, bah, effectivement, oui, moi, il n'y a que l'expérience qui compte. Hein, pourquoi pas? Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'expérience? C'est un savoir où on a fait des erreurs, et puis pour au final essayer d'arriver à se faire une idée qui soit un petit peu plus nuancée. C'est nécessaire et c'est ce qui va aussi participer à l'intuition. Maintenant, et donc de permettre d'agir aussi rapidement avec des éléments plus spirituels. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, le fait d'avoir une pensée binaire, oui, on fait comme ça plutôt que comme ça ou quoi que ce soit. Il y en a qui vont dire ah oui, c'est plutôt comme ça, l'autre c'est plutôt comme ça. C'est ni l'un ni l'autre. C'est l'un et l'autre dans des situations bien spécifiques. C'est le pouvoir d'adaptation. Ça, c'est un autre pouvoir hein, spirituel, quoi, qui est aussi de savoir aussi adapter les informations et les éléments de connaissance pour pouvoir les traiter correctement. Oui, moi, en ce qui me concerne, tu as très bien répondu, je te remercie. Je voulais juste te poser une dernière petite question, s'il n'y en a pas d'autres qui veulent prendre la parole après moi aussi. Est-ce que mental, ça veut dire aussi esprit? Merci. Oui, c'est mind en anglais. En français, on a ce problème-là où effectivement, j'aime bien utiliser le mot mental parce que voilà, ça donne une certaine mentalité. C'est-à-dire, c'est une orientation de pensée très souvent. L'esprit, en anglais, ils ont spirit. Nous, quand on parle de l'âme, en fait, ça voudrait dire je suis pur esprit. Je suis de nature métaphysique. Je suis un esprit. Je suis un pur esprit. C'est-à-dire que même si le corps est voué à disparaître, ça m'empêche pas d'exister et d'en prendre un autre. Et donc effectivement, les perceptions sensorielles vont être gardées en mémoire. Hein. Donc dès qu'on reprend un corps,
le mode de fonctionnement, il est valable pour tous les corps. Après, il y a toutes les nuances en accord avec, j'allais dire, les composants du corps. Mais après, on a aussi des mémoires internes, des mémoires extrasensorielles, on pourrait dire, où on a des perceptions, des intuitions, etc., etc., qui nous permettent aussi euh, de pressentir, hein, de dire, oh, je sentais que ça allait arriver, je sentais qu'il s'était passé quelque chose, ça vous est jamais arrivé? Voilà. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux. Là, je ne pouvais pas rentrer dans ces détails-là, mais peut-être qu'un jour je ferai peut-être sur le thème, vous savez, les Shakti en Inde, donc c'est le principe féminin de l'âme, et donc dans sa forme complète. Et donc il y a une des Shakti qui s'appelle Gayatri, et c'est justement une déesse de la connaissance, mais c'est de la connaissance interne, on va dire. C'est celle qui va être capable justement de traiter les informations sensorielles, extrasensorielles et suprasensorielles. Mais vous voyez, ça, on va pas s'embarquer là-dedans parce qu'il y a plein de choses. Vous voyez que quand on s'intéresse à un simple sujet comme ça, là, les sens, bon, d'accord, ok, très bien. Vous voyez, c'est hyper vaste et il y a de quoi ne jamais s'ennuyer en méditation, hein. Vous pouvez, ok, de dire voilà, comment je régule, comment je comprends, comment je m'enrichis. Et plus je vais comprendre les choses, plus je vais donner du sens aux choses, moins j'aurai de, de sentiments de vide intérieur, par exemple. Vous voyez? Donc c'est aussi tout ce travail qui se fait dans la méditation. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis prenez bien soin de vos sens, prenez soin de vos yeux, prenez soin de vos oreilles aussi, c'est-à-dire faites en sorte aussi de les faire perdurer le plus longtemps possible et vraiment voilà, utilisez-les à bon escient et sachez les apprécier et les remercier aussi pour les bienfaits qu'ils vous apportent.